Le blanc immaculé de la nébuleuse Coton-Puff remplissait les écrans du pont, une ouate lumineuse si parfaite qu'elle semblait absorber le silence même du vaisseau. Mon fauteuil vibrait à peine sous la pulsation sourde des réacteurs au ralenti. Je fixais l'anomalie, mes doigts serrant les accoudoirs. Dans ce silence cotonneux, le passé résonnait trop fort. « Nous avons perdu 4 sondes Hermès, capitaine. » La voix de Kael, derrière moi, était un coup près. Je ne me retournai pas. Je voyais son reflet dans la vitre blindée, sa carrure massive bloquant la lumière des consoles, sa cicatrice un éclair de violence figé sur son visage. Le protocole d'observation est épuisé. Il faut envoyer une 5e, ou avancer. Le docteur Silène, accroupi comme un oiseau vorace devant son écran de données, murmura des chiffres. La densité apparente est inconsistante avec les lectures gravimétriques. C'est une énigme. Il nous faut un échantillon direct. Pour elle, nous n'étions qu'un vecteur, un moyen d'accès. Je sentis le regard du lieutenant Rook, calme et attentif, peser sur ma nuque, mon point d'ancrage. Le seul qui ne semblait pas vouloir arracher le commandement de mes mains par les mots ou par l'action. Kael se rapprocha, son ombre m'engloutissant. Elara, chaque minute d'attente est un risque inutile. Il ne disait pas « capitaine ». C'était un calcul, un test. La cicatrice sur mon âme, plus ancienne que la sienne, se mit à brûler. J'avais suivi le protocole, la dernière fois. J'avais attendu, et 93 visages s'étaient éteints dans le vide. Mon hésitation, cachée dans le rapport, m'étouffait encore. Le blanc du coton-puff était un leurre, une douceur prometteuse. L'alternative était le mutisme de Kael, l'échec, le retour les mains vides. La perte de tout ce qu'il me restait. Je déglutis, ma gorge sèche comme la poussière lunaire. Approche prudente, lieutenant Rook, franchissons la limite marquée par la dernière sonde. Rook confirma l'ordre d'une voix neutre. Le Curie s'avança, glissant comme un scalpel vers l'illusion de coton. Dans le reflet de la vitre, je vis le sourire mince de Kael. Il croyait à une victoire. Je ne sentais que le poids du couperet, déjà levé. Les chiffres sur l'écran de Silène se figèrent, puis commencèrent à défiler en une séquence absurde. Capitaine, la masse locale. Elle n'obéit plus aux lois. Son murmure fut coupé par un cri du système. L'écran principal explosa en une mosaïque d'erreurs gravimétriques. Les jauges de masse inertielle oscillaient entre des valeurs impossibles. Rook, les mains crispées sur les commandes, annonça une inversion progressive. Je sentis le poids dans mes os se liquéfier. Kael se leva, défiant la gravité déjà vacillante. « Contre-poussée. Maintenant. » Non. Ma voix était un fil tendu. Le GGI n'est pas calibré pour une inversion totale. Nous risquerons une fracture structurelle. Nous risquerons la mort. Il pointa le ciel blanc qui semblait maintenant aspirer l'espace autour de nous. Le plancher vibra. Une sensation de descente puis de suspension. Mes entrailles se nouèrent. Le Curie ne répondait plus. Nous tombions. Silène, collée à son écran, murmurait des équations comme des prières. Rook luttait pour maintenir une orientation, ses muscles tendus contre la force qui nous dévorait. Le blanc se densifia. Il n'était plus duveteux. Il était liquide, dense, avalant la lumière des projecteurs. Les alarmes s'éteignirent une par une, comme noyées. Le silence qui suivit était plus terrifiant que les cris. Un hurlement métallique traversa le vaisseau. Le plancher du pont se transforma en un puits sans fond, et Vance, suspendu dans les airs par la sangle de son siège, vit le ciel blanc se refermer sur eux. Où les menait cette chute vertigineuse au cœur du ciel? La seule constante était la chute, un vertige sans fin que seul le grincement agonisant de la coque ponctuait. Je m'accrochais aux sangles, mes yeux gris acière fixant l'écran de navigation, une toile de mensonge. Les vecteurs étaient une bouillie incohérente. Rook. Ma voix éraillée fendit le silence cotonneux. Je n'ai plus de référence, capitaine. Le GGI cale toutes les 30 secondes. Sa mâchoire était crispée, ses mains calleuses s'agrippant aux commandes comme à une falaise. Kael se tenait debout, défiant la gravité intermittente, ses bottes magnétiques claquant contre le pont. Son regard balafré me transperça. « Elara, nous tombons. Donnez un ordre, un vrai, je l'ignorais. Silène, donnez-moi quelque chose. » La scientifique était recroquevillée devant son terminal,
ses doigts tremblants pianotant sur un écran fissuré. Elle murmurait une litanie. La masse ne correspond pas à la courbure ne correspond pas au temps. Le temps est une boucle de données corrompue. Docteur! Elle sursauta. La sonde. Hermès 5. Elle transmet toujours. Ses yeux trop grands s'écarquillèrent derrière ses lunettes. Elle est, avec nous, en chute. Mais ses logs? Le bloc de données s'afficha sur l'écran principal. Une colonne de chiffres. Une durée. Le grincement de la coque s'évanouit. Il ne resta plus que le souffle rauque de Rook, le ricanement étouffé de Kael. Vance fixa l'écran, le chiffre clignotant lui brûlant la rétine. Hermès 5 était en chute depuis 7 ans, 3 mois et 14 jours. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que tous les cris, 7 ans de chute. La voix de Kael trancha le silence hébété, chargé d'une accusation définitive. Je fixais ce chiffre. 7 ans. Le temps d'une vie, le temps de mourir, le protocole et Lara. Il avait avancé, son ombre tombant sur les consoles vacillantes. Ton protocole prudent nous a jetés dans la gueule d'un prédateur qui digère le temps. Nous sommes déjà morts, selon ses règles. Ce n'est qu'une donnée, Kael. Ma voix sonnait creuse. Nous ne comprenons pas. Nous comprenons que ça dure depuis 7 ans. Le poing de Kael s'abattit sur une console, faisant jaillir une gerbe d'étincelles. Rook sursauta à son poste de pilotage, les mains crispées sur les commandes inertes. Anya continuait de murmurer des équations, les yeux perdus dans le vide. « Nous devons arrêter la chute, reprendre le contrôle, » dit Kael, son regard balayant le pont. « Pas avec tes calculs, avec de la puissance. » Une impulsion de tous les GGI canalisée dans les propulseurs principaux, percer 7 watts. Une impulsion pareille déchirerait la coque. C'est un suicide. Resté ici en éteint, il se tourna vers les 2 hommes d'armes près du sas. Leurs mains étaient sur leurs armes. Je prends le commandement, pour la survie de l'équipage. Mon sang se glaça. Lieutenant Rook, arrêtez-le. Rook me regarda, une fraction de seconde. Ses yeux, pleins d'un conflit brutal, allèrent de moi à Kael. Il détourna le regard, les épaules voûtées. La trahison fut un coup de froid dans mes entrailles. « Désolé, Elara !» gronda Kael. « Vos ordres nous condamnent !» Les hommes d'armes s'avancèrent. Leurs mains furent sur moi, fermes, impersonnelles. Je ne résistais pas. Résister, c'était confirmer son récit d'une commandante hystérique. Je regardais Kael droit dans ses yeux de glace. « Tu vas les tuer tous, comme je l'ai fait ?» Une ombre passa sur son visage balafré. Il ne répondit pas. Menotté, je fus traîné vers le sas. La dernière chose que j'entendis fut la voix de Kael, claire et froide, ordonnant « Toute puissance au moteur, nous perçons cette tombe. » La porte se referma, l'enfermant dans le noir avec le grincement de la coque qui devenait un rire moqueur. Les menottes d'Elara Vance étaient froides, mais la vision qui flottait au centre du poste de commande était chaude, palpitante et absolument partagée par tous, une nébuleuse d'yeux dorés qui suintait des équations d'Anya. Kael avait les mains crispées sur la console de propulsion. Une hallucination collective. Le phénomène nous atteint. Ce n'est pas une hallucination. Ma voix était sèche mais stable. Regardez les diagnostics. La masse du Curie fluctue là où ses yeux apparaissent. L'entité manipule la réalité. Elle communique. Rook observait la formation, son visage ouvert figé dans un mélange de fascination et d'horreur. Il ne me regardait pas. « Vous êtes folle, Vance !» Kael ne tourna pas la tête. « Les moteurs sont à 110%. Nous sortons de 7 watts. » Un des yeux dorés se détacha, flotta vers lui. Il passa devant le scanner de masse. L'écran clignota, plus 2,7 tonnes localisées. Une preuve matérielle. Kael recula d'un pas. Son regard balafré rencontra enfin mes yeux gris. Un piège. Une langue. Elle parle avec la gravité, avec la matière. Vos moteurs vont vous faire traverser son corps. Elle va se défendre. Les équations suintantes tourbillonnèrent, formant une spirale qui correspondait exactement au chemin de fuite calculé par Kael. Le rire moqueur de la coque devenait un gémissement. Il resta immobile un instant trop long. Les muscles de son cou se contractaient. Puis, il lâcha la console. Rook, active le GGI. Stabilisation directionnelle, vecteur 0.
Rook obéit sans un mot. Le générateur rugit, ancrant notre chute vertigineuse dans une bulle de gravité artificielle, une fragile île de réalité. Kael se tourna vers moi. Ses mains étaient tremblantes quand il déverrouilla les menottes. Son murmure était chargé d'un effroi résigné. « Parlez-lui. Mais si c'est un piège, nous mourrons par votre main. » Le métal des menottes glissa de mes poignets, laissant des cercles de chair froide et morte. Kael recula, ses mains maintenant vides pendantes, des outils inutiles. Le tremblement en lui n'était pas de la peur, mais de la fureur rentrée. La fureur de devoir capituler devant l'inconnu. Je m'agenouillai devant le panneau principal. Les interfaces tactiles étaient tièdes, vivantes du ronronnement agonisant du Curie. Je posai mes paumes à plat. Je ne sentais plus le plastique et les circuits. Je sentais le pouls. C'était lent, curieux. Une pulsation de conscience diffuse qui n'était pas dans le vaisseau, mais était le vaisseau, l'espace autour, les filaments de lumière qui nous caressaient la coque. Une fin de forme, de schéma, de données, l'entité ne digérait pas de la matière. Elle digérait des modèles, des histoires. Anya, dis-je, sans détourner les yeux, les logs complets, tout, depuis le jour 1. La scientifique, recroquevillée près d'une conduite, cessa de marmonner. Ses yeux, démesurés derrière ses verres, se fixèrent sur moi. Elle hocha la tête, une fois, sèche. Ses doigts, agiles malgré le choc, volèrent sur son terminal portable. Des torrents de données, télémétrie, enregistrement des ponts, journaux personnels cryptés, les balbutiements d'Hermès 5, les cris étouffés des sondes perdues, commencèrent à s'écouler dans le flux principal du Curie. « Qu'est-ce que vous faites » gronda Kael. Il était à mes côtés, son ombre tombant sur les consoles. « Vous lui donnez un manuel d'utilisation »« Je lui donne un repas, murmurai-je. Elle ne veut pas le métal, elle veut ce qui est dedans, notre mémoire, notre récit. » Le vaisseau frémit. Un frisson de plaisir, profond et troublant, parcourut la structure. Les filaments extérieurs se resserrèrent, non plus en écrasant, mais en étreignant. Une pression douce et insistante. Rook, pâle, surveillait les scanners. L'intégrité structurelle, elle baisse, mais pas par écrasement. C'est comme une dissolution, couche par couche. Elle lit, chuchota Anya, une lueur de fascination terrifiée dans le regard. Elle lit très vite, Kael serra les poings. Et après, quand elle aura fini de lire, il ne restera plus de vaisseau. Je levai enfin les yeux vers lui. Il n'en reste déjà plus. Regarde! Les écrans montraient la vérité. Le Curie se désagrégeait en une nuée de particules lumineuses. Chaque boulon, chaque plaque de blindage, chaque câble se transformant en point de données, en pixels d'une information pure. Le processus gagnait le pont, grignotant les murs, le plancher, le plafond. Une lumière blanche et douce avançait, silencieuse. La capsule, ordonnai-je, ma voix étrangement calme. Maintenant. Nous avons couru, ou plutôt nous nous sommes précipités dans la bulle de gravité instable du GGI, vers le sas de la navette de sauvetage principale. Kael poussa Anya à l'intérieur. Rook me fit signe, son visage un masque de honte et de soulagement mêlés. Je passai le dernier, tournant la tête une fois. Le pont du Curie n'était plus qu'une esquisse de lumière. Puis il ne fut plus. La porte du sas se scella. Les moteurs de la capsule s'allumèrent, non pas pour fuir, mais pour nous maintenir en position stable au cœur de la tempête de données. Par le hublot, je vis le reste du vaisseau laboratoire se dissoudre en un dernier éclat silencieux, un feu d'artifice d'information offert aux rêves affamés. L'étreinte des filaments se relâcha. La lumière cotonneuse s'atténua, se dilua, devint transparente. Puis il n'y eut plus rien. Rien, sauf le noir profond de l'espace normal, piqueté d'étoiles immuables. Et le silence, un silence vaste, paisible et différent. Ce n'était pas un vide, c'était un départ. 6 mois plus tard, la lumière du soleil filtrant par le hublot de la navette de rapatriement était dure, réelle. Le rapport de la commission avait utilisé les mots « perte totale », acte de mutinerie justifié par l'extrême nécessité et interaction avec une entité non corporelle de classe oméga. Il nous avait écoutés. Il ne nous avait pas cru.
Kael avait été rétrogradé, muté dans une station d'observation lointaine. Un exil. Il était parti sans un regard en arrière, emportant avec lui sa certitude, devenue aussi froide et lointaine que les étoiles qu'il observerait. Anya Silène, elle, avait été recrutée par le projet Phénomène non standard. Ses rapports, illisibles pour la plupart, étaient devenus des textes sacrés. Elle m'avait envoyé un message, une seule fois. Il ne contenait qu'une équation et 2 mots « Elle rêve encore ». Rook avait demandé un transfert pour un cargo à long cours. Il voulait du concret, du simple, du métal qui obéit, des lois physiques qui tiennent. Je savais qu'il ne se pardonnerait jamais son hésitation. Parfois, la loyauté est la chose la plus lourde à porter. Moi, Elara Vance, ancienne capitaine du Curie, je regardais par le hublot de la navette de secours, non plus vers un abîme de ouate, mais vers le champ d'étoiles intact. Le silence était différent, désormais. Ce n'était plus l'absence de son, mais la présence paisible de quelque chose qui avait été compris et qui, enfin, nous avait laissé partir. Je posais ma main contre la vitre froide, sur la lumière des étoiles. Je n'avais plus de vaisseau, plus d'équipage, plus de certitude, seulement la preuve, gravée au fond de moi comme une brûlure, qu'il existe dans le noir des choses qui écoutent, à condition de savoir leur parler dans la langue du sacrifice. Et parfois, survivre ne signifie pas garder ce que l'on a. Cela signifie savoir exactement quoi donner,